Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en safari, une immersion au plus près des girafes, des lions et des hippopotames. Nous partons au Botswana. C'est dans le delta de l'Okavango que notre cœur va battre, tout près du flanc de ces animaux sauvages. Ce delta, ce dernier Éden, comme l'appellent les habitants, nous allons le visiter dans des conditions ultra privilégiées. Et vous verrez comment la population s'applique à protéger soigneusement la faune qui vit à ses côtés. Nous nous rendrons également à l'ouest de la capitale, Gaborone, sur les pas d'un des plus célèbres explorateurs britanniques, celui qui a donné leur nom aux chutes Victoria. Il s'agit de David Livingstone. Et s'il fallait résumer l'histoire de sa vie, on pourrait dire qu'il avait la foi. Si vous cherchez un guide de safari au Botswana, je crois que j'ai la personne qu'il vous faut. Elle colle en effet au basque de la détective privée la plus célèbre du pays, l'héroïne de polar d'Alexander McCall Smith, Mara Motswe. C'est l'inspiration du week-end. Vous venez d'apercevoir des zèbres à l'instant. Eh bien, Thomas Chauvineau s'est demandé à quoi servaient leurs rayures. C'est le clin d'œil. Est-il blanc avec des rayures noires ou noir avec des rayures blanches? La question est épineuse, comme qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Eh bien, la science a apporté une réponse qui semble assez définitive. L'embryon d'un zèbre est d'abord noir, complètement noir. Ce n'est qu'au fur et à mesure que les bandes blanches apparaissent. Et contrairement à ce qu'on peut croire, elles n'ont rien de symétrique. Voici le côté droit d'un zèbre, voici maintenant le gauche. Les rayures se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais à quoi servent-elles? C'est une autre question que la science s'est posée, et cette fois, la réponse est moins catégorique. Ces rayures pourraient être une forme de camouflage disruptif qui empêcherait le prédateur de discerner précisément les contours de l'animal. Appelé aussi camouflage Dazzle, le procédé a été récupéré par la marine britannique lors de la Première Guerre mondiale pour protéger les navires. Le torpilleur avait du mal à viser cet enchevêtrement de rayures, triangles et zigzags qui vous jouent des tours. Mais depuis l'invention du radar, la technique a été abandonnée, du moins pour les bateaux. Déjà, dans la seconde moitié du 19e siècle, Alfred Russel Wallace, l'autre théoricien de l'évolution, émettait l'hypothèse que ces rayures permettaient à l'animal de se planquer dans les hautes herbes. En 2019, les chercheurs confirment une autre hypothèse. Ces rayures rendent l'atterrissage des insectes très difficile. Elles faussent leur vision, ils pensent que le zèbre est beaucoup plus loin et ils rebondissent sur le cuir de l'animal. Quand on sait qu'un taon peut boire un demi-litre de sang par jour, on en comprend l'utilité. Peinard donc, le zèbre, d'autant que les hommes ne viennent pas non plus l'importuner. Il est indomptable, il esquive le lasso. Des Anglais ont essayé au 19e siècle, rien n'y a fait. Il est beaucoup plus têtu que son cousin l'âne. Même les lions s'en méfient. D'une ruade, ils cassent leur mâchoire. Heureux comme un zèbre, en noir et blanc. Heureux comme un zèbre, comme un rhinocéros ou comme cet éléphant au Botswana. N'empêche que si vous vous retrouvez nez à nez avec cet animal, grandeur nature, vous penserez peut-être surtout à sauver votre peau. Et vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, la suite de notre exploration du delta de l'Okavango devrait vous éclairer. C'est l'héritage. C'est de loin le meilleur travail que j'ai jamais eu. C'est juste exceptionnel. La vue est incroyable. Le Botswana est l'un des pays les plus plats au monde. En voyant ça, on comprend mieux pourquoi il faut 6 mois chaque année pour que l'eau coule de l'Angola jusqu'au delta. C'est un lieu unique et époustouflant, toujours changeant. Vous ne réalisez pas vraiment de quoi il s'agit tant que vous ne l'avez pas vu depuis les airs. Regardez, des girafes mâles ici. Si l'on s'approche lentement, on garde une distance respectueuse, les animaux restent calmes. Et si jamais ils commencent à montrer des signes de nervosité, on les laisse tranquilles. Nous ne sommes pas là pour les embêter, mais pour que tout le monde passe un bon moment. Qu'on le découvre du ciel ou qu'on l'explore sur le plancher des buffles, le delta de l'Okavango, terre mythique de safari photo, fait battre le cœur des amoureux de nature et naître un tourbillon d'images et d'émotions, mélange de liberté, d'aventure et d'une pincée de danger. Dans le nord-ouest du Botswana,
C'est le deuxième plus vaste delta intérieur de la planète. Épilogue d'un fleuve qui ne trouve jamais la mer et dont le périple s'achève dans le désert du Kalahari. Une gigantesque oasis qui attire une faune d'une prodigieuse variété dans ce pays où, après les massacres d'animaux du passé, la population a repris son destin en main. Nous appelons cet endroit notre dernier Éden. Cette réserve est la seule d'Afrique à avoir été créée par la population locale, sans l'intervention du pouvoir colonial. Classé en tête de la protection des animaux sauvages, le Botswana a investi sur le futur en misant sur la biodiversité. Une approche vertueuse dont le delta de l'Okavango est le fleuron. Bien avant d'être arpenté par des voyageurs désireux de revivre les premiers jours du monde, cet Éden aquatique était le terrain de chasse de nombreuses tribus. Des hommes vivent dans le delta de l'Okavango depuis bien longtemps. Les trois tribus principales du delta sont les Ambukushu, les Bayé et les Bushmen. Le delta de l'Okavango a attiré ces gens parce qu'ils étaient des pêcheurs, parce que l'herbe y était abondante pour leur bétail et l'eau facilement disponible. Mais ils chassaient aussi, bien sûr, pour se procurer de la viande, qui a un piège avec une corde en travers du chemin, reliée à une lance placée au sommet d'un arbre. Lorsque l'hippopotame actionnait cette corde en passant, la lance s'abattait sur son dos. En plus de l'hippopotame, les tribus se nourrissaient d'antilopes, d'éléphants, de girafes, de buffles. Ils mangeaient toutes les sortes de viandes possibles. Pour agrémenter la viande, ils la mélangeaient avec des végétaux, comme le rhizome des nénuphars, par exemple. Au milieu du 19e siècle, les premiers missionnaires britanniques arrivent dans le delta, dont un certain David Livingstone, qui fait dans la région les premiers pas de son épopée africaine. Des missionnaires qui assurent leur subsistance en chassant. Elle ne sera pas sans conséquences. L'arrivée des missionnaires a changé beaucoup de choses dans le delta. Ils ont commencé à apprendre aux gens à lire et à écrire, bien sûr. Mais puisque la région comptait tellement d'éléphants en arrivant ici, ils ont été éberlués de voir tout l'ivoire que les gens possédaient. Ils se sont mis à troquer cet ivoire en échange de ce qu'ils avaient, des sortes de miroirs par exemple, mais aussi des armes et des munitions. Les armes fascinaient la population locale, le fait d'avoir si peu à faire pour abattre l'animal. La personne se tenait immobile, tirait, et l'animal s'effondrait. Les gens voulaient donc absolument obtenir une arme pour pouvoir faire la même chose, et cela a changé leur manière traditionnelle de chasser. Si les tribus abattent plus facilement leurs proies, leur chasse reste avant tout de subsistance. Bien différente de celle que pratiquent les chasseurs occidentaux qui commencent à sillonner ces terres en quête d'un maximum de trophées à partir de la fin du 19e siècle. Un chasseur est parfois comme un lion, qui peut tuer des animaux juste pour le plaisir. Puisqu'il n'y avait aucune règle ici, certains se sont sentis comme dans un petit paradis de la chasse, où ils pouvaient tuer autant qu'ils le voulaient avant de ramener tous ces trophées dans leur pays. Alors les gens du delta, les chefs notamment, ont commencé à se rendre compte qu'il y avait moins d'animaux. Ils ont discuté de ce qu'ils devraient faire et ont décidé d'essayer de protéger leurs animaux. Avec l'aide des autorités, ils ont donc commencé à établir un cadre pour régir la chasse dans la région. En 1885,
l'actuel Botswana passe sous protectorat britannique. C'est en coopération avec les autorités anglaises que certains chefs du delta tentent au début du XXe siècle de réglementer la chasse. Mais la mouche tsetse pose à l'époque un très sérieux problème. Elle décime le bétail, pilier de l'économie locale. Face à cette menace, l'administration coloniale décide à la fin des années 30 l'extermination pure et simple de la faune sauvage qui fait proliférer la mouche. La chasse est rendue totalement libre. Durant 20 ans, des milliers d'animaux du delta sont abattus. Mais au début des années 1960, avant même l'indépendance du pays, des membres de la tribu Tswana, majoritaire au Botswana, expriment leurs graves préoccupations devant ce désastre écologique. Ils prennent l'initiative, sans que la décision vienne du pouvoir colonial, de créer la réserve de Moremi, du nom d'un puissant chef Tswana, une première en Afrique. Des membres de la tribu ont réalisé que si nous ne réagissions pas rapidement, les animaux allaient disparaître. Avec l'aide d'écologistes, ils ont décidé de sauver cette zone en faisant une réserve. Cela impliquait d'arrêter la chasse dans cette zone. Mais ce n'était pas facile pour les gens qui habitaient ici d'appliquer cette nouvelle loi du jour au lendemain et de partir de leurs terres. On leur a donc expliqué que la création de la réserve de Moremi ne changerait pas leur mode de vie, qu'ils pourraient encore chasser, mais dans certaines zones dédiées à cela, en dehors de la réserve, qu'il était préférable de préserver ce lieu pour qu'il se régénère et que cela serait profitable pour l'avenir. Cet avenir, envisagé dès le départ par les fondateurs de Moremi, c'est le tourisme et les richesses qu'il peut engendrer de manière durable. Avec la chasse, on tirait profit de cet environnement en le consommant, en mangeant la viande des animaux. Alors qu'avec le tourisme, les safaris photos, on capture seulement l'image de l'animal, mais lui reste bien là. Cela n'a donc pas le même impact sur la nature. On ne la consomme pas. On rapporte tous ces jolis souvenirs sans affecter l'écosystème. Et la différence est énorme. C'est grâce à ce changement qu'ici, à Moremi, la nature a retrouvé toute sa puissance, qu'elle a pu conserver toute sa beauté. D'une superficie de 2000 km² à ses débuts, Moremi s'impose rapidement comme l'une des plus belles réserves du continent. Des lodges s'y établissent et les amateurs de nature sauvage commencent à explorer ce qui est présenté comme le dernier Éden d'Afrique. Au compte-gouttes, cependant. À l'indépendance en 1966, le Botswana choisit de privilégier un tourisme haut de gamme. Une stratégie qui lui permet de dégager d'importants bénéfices en accueillant un minimum de visiteurs et ainsi de réduire l'impact sur l'environnement. En 1976, les limites de Moremi sont étendues pour englober la plus grande île du delta, Chiefs Island, ainsi nommée car elle était l'ancienne réserve de chasse personnelle du chef Moremi. Un lieu emblématique pour voyageurs un tantinet aventureux. Ici, seuls les safaris à pied sont autorisés. Le safari à pied est une expérience formidable. On est dans un espace ouvert, pas dans une jeep, et on se sent partie intégrante de l'environnement. On se rend compte à quel point on est petit par rapport à certains animaux. Nous voyons de gros animaux, la plupart du temps de loin. Nous les entendons aussi, nous les sentons parfois, ou nous voyons les signes qu'ils ont laissés au sol, comme leurs empreintes de pas. Nous sommes à l'écoute de toutes sortes de choses. Si vous voulez voir des lions, par exemple, vous devez être à l'écoute des autres animaux, comme les babouins, qui vont se mettre à crier.
Ce n'est pas forcément facile de faire un safari à pied quand c'est votre toute première fois. Il arrive que des clients aient un peu peur, mais nous faisons de notre mieux pour les rassurer, pour leur expliquer qu'ils sont en sécurité avec nous, car nous avons fait cela toute notre vie. Même avec les lions, ce n'est pas risqué d'être à pied tant que vous savez quoi faire lorsque vous les rencontrez. Ce ne sont pas des animaux qui attaquent immédiatement dès qu'ils vous voient. Nous disons toujours à nos invités que quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas courir. S'ils ont vraiment peur, nous les attrapons par le bras. Car les lions peuvent parfois faire ce qu'on appelle de fausses charges. Les éléphants font ça aussi. Ils courent vers vous à toute vitesse, mais si vous ne bougez pas, il ne vous arrivera rien. Ils s'arrêtent toujours à un moment. Les rhinocéros, c'est différent. Eux ne simulent pas. S'ils chargent, c'est pour de bon. Mais nous ne sommes jamais dans une plaine vide. Nous sommes toujours près d'un arbre ou d'une termitière sur lesquels nous pourrions dire à nos clients de grimper si jamais quelque chose de ce genre arrivait. Une fois que l'on est perché dans un arbre ou sur une termitière, on est en sécurité. Si les Botswanais ont à cœur la sécurité de leurs visiteurs, celle de leurs animaux leur importe tout autant. Le pays, l'un des moins corrompus d'Afrique, a classé 17% de son territoire en parcs nationaux et réserves. Il est l'un des plus engagés au monde dans la lutte contre le braconnage. Pour lutter contre les braconniers acharnés et sans scrupule, il faut souvent avoir la foi. Comme les hommes qu'on vient de voir, et comme celui que je vous propose de suivre maintenant. L'un des plus célèbres explorateurs du continent africain. Un Écossais, devenu incontournable. C'est ainsi que s'achève cette spéciale. Je vous souhaite un excellent week-end et comme on dit en Tswana, Ketla Rubona.